Je remercie évidemment la LDH de nous avoir invités, d'avoir pensé qu'il y avait des gauchistes et des anticapitalistes dans le paysage politique, ce qui n'est pas fréquent. Donc ça, c'est très chouette. Donc on les en remercie. Et puis aussi remercier d'offrir un cadre où on discute de ça de manière unitaire et même très très large, vous avez pu le voir. Même suffisamment large pour avoir du mal à imaginer qu'il est possible dans ce cadre-là d'y arriver. Mais en tout cas, c'est quand même bien d'ouvrir la discussion le plus largement possible, malgré tout, parce que là, on a une année qui vient et on va avoir besoin de se rencontrer, de discuter. On peut espérer que l'initiative de la LDH, ce soit une des nombreuses initiatives qui vont venir par la suite, parce que même si on n'est pas d'accord sur plein de choses, même du côté de la gauche ou même du côté de la gauche radicale, je ne parle pas évidemment du côté des ultralibéraux, mais il y aura quand même besoin de discuter, d'échanger, de se comprendre et de voir ce qu'on met derrière les mots, parce que quand la macroniste parle de défense d'état de droit, on se dit qu'on ne parle pas de la même chose en fait, parce que en réalité... En réalité, on souffre justement des attaques contre cet état de droit. Puis c'est pour ça que si l'état de droit, c'est bien aussi d'arriver à préciser ce qu'on veut, parce que nous, on n'a rien contre ce terme-là, on comprend bien ce que ça signifie, mais ça a aussi un sens très institutionnel. Et ça permet peut-être pas complètement de discuter en fait d'une démocratie dans la société, d'une démocratie directe. Et ça permet pas forcément de discuter aussi de problème du pouvoir qu'on a dans la société, parce que l'état de droit, dans l'état de droit, il y a État, et en État, bon, moi je suis marxiste et le NPA adhère plutôt à l'idéologie marxiste, et l'analyse qu'on a, c'est que l'État, c'est une machine, c'est un outil d'oppression de la classe dominante. Et ça aussi, c'est important, à notre avis, d'en tenir compte et de comprendre pourquoi, finalement, cette machine étatique, quand ça se passe mal, quand il y a une crise, elle devient beaucoup plus autoritaire et elle devient un outil clairement d'écrasement des populations et de partout où ça peut résister. Donc, il n'y a pas une surprise, finalement, de vivre en parallèle une crise économique profonde et à côté de ça, des logiques autoritaires qui se mettent en place, et même de voir à quel point le patronat, petit à petit, s'affiche un peu plus clairement autoritaire et même fasciste, ou en tout cas du côté de l'extrême droite. On le voit, il n'y a pas que Bolloré, il n'y a pas que Sternin, il y a aussi, malheureusement, ça a été décrit par des livres enquêtes, il y a tout un pan des capitalistes qui ont tendance à penser que protéger leurs propres intérêts, ça passera par des idéologies autoritaires et d'extrême droite, parce qu'à chaque fois, ces idéologies-là, elles sont du côté des classes dominantes, du côté des plus riches. Et donc, on voit bien l'écrasement des populations lié à cette crise du monde capitaliste et donc à une vision très autoritaire. Bon, alors on a des divergences entre nous les uns et les autres, mais n'empêche qu'on peut essayer de voir ce qu'on met derrière les mots et de voir comment on peut construire malgré tout ensemble une riposte. Moi, je ne crois pas du tout qu'on peut le faire avec les macroniens, je vous le dis de suite. On peut assumer une certaine forme de sectarisme quand même quelque part. Mais par contre, après, au-delà du macronisme et de la droite, parce que même quand le MoDem nous parle aussi d'état de droit, ça fait un peu rire. Enfin, on se rappelle tous de Bayrou, et puis enfin, les valeurs démocratiques de ces gens-là, ça fait un peu... parce que c'est quand même tous des gens qui ont cautionné l'entourloupe antidémocratique à l'issue de la victoire du Front populaire. C'est pas si vieux que ça. Comment tous ces gens-là ont été bien contents de se moquer complètement du vote, et puis au bout du compte, d'instaurer des pouvoirs toujours les mêmes, ultralibéraux, et d'une forme de violence de plus en plus affichée. Donc voilà. Et donc après, la question qui se pose, c'est le front unique. Qu'est-ce que ça voudrait dire un front unique antifasciste? Nous, on est pour un front unique, effectivement, un front unique large, y compris même avec des courants politiques avec lesquels on ne partage pas tout. Mais de toute façon, sinon, on n'arriverait jamais à rien. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire un front unique, donc le plus large possible? Et c'est vrai que là, ça a été discuté, c'est dans les textes de la LDH, mais c'est aussi dit par-ci, par-là. C'est comment on peut ouvrir cette opposition à l'autoritarisme, à l'extrême droite, au fascisme, le plus largement possible. Et ça pose le problème, évidemment, de ne pas laisser ça aux partis politiques, parce que vu la merde qu'ils nous ont mis tous les uns et les autres une fois au gouvernement, donc il ne faut surtout pas laisser la politique aux partis politiques. C'est aussi la question de comment tout le monde peut s'emparer de la politique. Ça vaut pour les syndicats, ça vaut pour les associations. Ça vaut pour l'ensemble de la population. C'est l'idée qu'on doit prendre nos affaires en main, qu'on doit s'organiser, s'auto-organiser partout, dans les quartiers, dans les entreprises. Il faut une résistance quotidienne, construire des outils communs le plus largement possible, et donc tout le champ, on va dire, de ce qu'on appelle le mouvement social. Et plus on sera radical, il faut oser être radical quand même. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'on nous dit toujours, oui, d'ailleurs vous avez vu, je crois que c'est la personne du MoDem qui était un peu embêtée parce qu'elle se faisait écorner par une intervention précédente. Et c'est marrant qu'il soit plus sensible
à des mots pas sympas qu'on peut leur dire, alors que la réalité, c'est une répression policière, une répression judiciaire et une attaque contre toute forme de résistance aujourd'hui qui est terrible, y compris en France. Il n'y a pas que Mélanie qui le fait, il n'y a pas que Trump ou il n'y a pas que Poutine. En France, le macronisme met en place une forme de répression qui est très sévère. Donc il faut aussi voir comment cette question de la violence, on peut la traiter, comment on se défend, comment on riposte. Et c'est vrai que ça pose le problème aussi d'une lutte radicale contre la société d'oppression, la société d'exploitation, où on sait qu'il y a des classes qui dominent et qui ont comme seule volonté de défendre leurs propres intérêts. Ça va... Ah oui, j'ai dépassé. Mais c'est pire que sur un plateau de BFM, quoi. On peut pas trop dérouler. Ça, c'est pas sympa. Hein. Voilà, ouais. Donc, juste, je finis. C'est la question de l'extrême droite. Et c'est vrai qu'on ne parle pas assez Il y a 2027, on sait très bien qu'il y a un enjeu énorme. On sait très bien que nous, on est pour les luttes. Hein, vous avez bien compris. On pense qu'on changera par la révolte dans la rue, que c'est le droit à l'émeute, que c'est le droit à la colère qui s'exprime. Mais ceci dit, il y a un enjeu électoral qu'il ne faudra pas ignorer. Il faudra le gérer le mieux possible. C'est tout le boulot qu'on a à faire dans les mois qui viennent. Mais le danger de l'extrême droite, c'est pas juste un problème électoral, c'est pas juste une éventuelle victoire du RN. Il y a déjà l'extrême droite dans l'appareil d'État français. La République française, c'est quand même une histoire terrible de colonialisme, de racisme, d'oppression. Et donc, ça vient aussi de l'intérieur. Et donc, il y a aussi cette discussion-là à avoir. Et merci encore à la LDH.